Hello. Introducing Lasers. Hello. Yo, baby. Bonjour à tous, c'est Zineb et si vous nous rejoignez, bienvenue sur Est-ce que ça va, la radio qui se soucie de votre bien-être. Enfants, adultes, asseyez-vous et prenez des notes. Nous sommes lundi 12 novembre, il est 9h40 et vous écoutez votre émission mensuelle Dis-moi, j'ai pas compris. Jingle. Papa? Maman? Dis-moi, j'ai pas compris. Alors comme d'habitude, nous avons sélectionné 3 auditrices qui discuteront et traiteront d'un thème que vous avez choisi. Et ce mois-ci, nous traiterons roulement de tambour, aménager le territoire selon le développement durable. Mais pour le moment, accueillons nos 3 auditrices, Nora, Zineb et Yasmina. Bienvenue, mesdemoiselles, bienvenue. Merci à vous de nous avoir sélectionnés. En prie, mademoiselle Nora, c'est un honneur pour nous. Alors, sans plus attendre, commençons. Au milieu du 19e siècle, l'apparition de l'urbanisme bouleverse la société et son mode de vie. Dès lors, des inquiétudes vis-à-vis de l'environnement et un problème de développement écologiquement responsable s'imposent et furent à l'origine de plusieurs conférences et réunions à travers le monde. La naissance du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, en 1966, propose notamment la planification de l'urbanisation. En 1987, dans le rapport de Brundtland, apparaît la notion de développement durable, qui rappelle les 3 P, People, Planet et Profit, et estime que ces 3 piliers, cohésion sociale, croissance économique et préservation de l'environnement, se complètent. À la suite de cette conférence, les villes font état d'un bilan mitigé et les rencontres internationales se multiplient. La mise en place d'un agenda 21 et d'agenda 21 locaux en 1992 comme plan d'action représente cette prise de conscience. En Europe, la charte d'Aalborg tient un rôle important dans l'aménagement territorial. Les 80 villes signataires refusent l'étalement et les concepts urbains ainsi que les discriminations liées au territoire, et chaque ville consent à trouver sa solution. La tentative de mixité sociale, encouragée par cette charte, se modélise en France à travers la loi SRU. L'enjeu environnemental a quant à lui pris en considération depuis la création du ministère français chargé de l'environnement en 1971. Il multiplie les initiatives de protection du patrimoine naturel. Dès lors, nous nous interrogeons sur la capacité des aménagements à satisfaire les ambitions du développement durable. Dans quelle mesure les aménagements territoriaux parviennent-ils à respecter les enjeux du développement durable? Afin de répondre à cette problématique, nous aborderons le développement écologique que proposent ces aménagements territoriaux, introduisant la croissance économique qu'ils entraînent, pour enfin étudier leur aspect social. Alors, mesdemoiselles, qui se lance? Je vous en prie, mademoiselle Zineb. Allez-y. Dans un premier temps, il est indispensable d'étudier l'aspect écologique de ces aménagements qui viennent offrir une qualité de vie plus écologique, adaptée à l'environnement, qui protège et valorise le patrimoine naturel, et enfin, qui crée un nouveau patrimoine végétal. En effet, ces projets offrent aux citoyens un cadre de vie écologiquement responsable et modifient leurs habitudes par le biais de logements et de lieux de travail sains, notamment grâce aux matériaux de construction à faible impact environnemental, et plus proches d'espaces verts et des services de proximité variés et de qualité, comme les transports, les commerces, la santé, l'école, etc. Tous ces éléments font partie d'un concept dit ville compacte ou écoquartier, comme vous le connaissez, c'est-à-dire un village traditionnel, un espace conçu de manière à ce que les distances soient courtes et que la proximité aux services et aux lieux de travail soit optimisée, ce qui entraîne un usage d'automobiles bien limité bien sûr pour diminuer la pollution qui s'associe à une économie d'espace. Et notons qu'un des objectifs principaux des écoquartiers est de limiter l'étalage urbain. Et enfin, une économie d'énergie mise en évidence
par des témoignages. Prenons l'exemple de la facture d'électricité des habitants qui est divisée par 3. C'est énorme! La préservation des milieux naturels est aussi au centre des préoccupations et au cœur du développement durable. Les écoquartiers respectent cet équilibre naturel, bien sûr. Nous dépendons de ce qui nous entoure. Nous sommes en interaction permanente avec les milieux terrestres ou aquatiques et la grande diversité d'animaux et de végétaux. Dans cette optique de protection du patrimoine naturel, le gouvernement, depuis le XXIe siècle, multiplie les initiatives, à l'exemple du site d'Arjuzanx, qui a été réhabilité, et de plusieurs autres réserves naturelles qui aujourd'hui ne sont plus à exploiter, mais à protéger. Aujourd'hui, dans la majorité des villes, on donne aux habitants le droit de participer activement à l'aménagement et à la gestion de leur quartier dans une optique de développement durable. Il ne suffit plus de protéger, il faudra créer maintenant. Le permis de végétaliser respecte parfaitement ce désir d'enrichissement du patrimoine naturel, qui a pour objectif une réduction de la pollution, mais aussi un patrimoine végétal et un environnement plus responsable et durable. Certes, mais l'enjeu économique n'est pas à négliger dans cette thématique. Je vous en prie, développez, mademoiselle Nora. Au cœur des aménagements territoriaux du XXIe siècle s'impose l'enjeu économique. La société actuelle dirige principalement ses réformes et constructions dans un but de croissance économique. Et dans ce sens, le gouvernement s'axe sur une stratégie d'attractivité et de proximité. Dans un premier temps, abordons l'attractivité. Elle constitue un facteur essentiel d'une économie durable. Nous pourrions éventuellement citer le permis de végétaliser à Paris, qui implique de renforcer l'offre en termes de patrimoine végétal. Les rues et les immeubles esthétiquement attractifs sont une véritable aubaine en ce qui concerne l'économie. D'une part, dans une perspective de valorisation immobilière, mais aussi dans une perspective touristique. Et cette tentative de valorisation du patrimoine semble de plus en plus s'intensifier sur l'échiquier international sur lequel les villes vertes s'imposent comme les plus attractives. Cette stratégie de mise en avant du patrimoine fait aussi référence aux réserves naturelles que le gouvernement aménage de plus en plus. Le site d'Arjuzanx est un exemple incontournable. La dominance naturelle du site allié à des infrastructures accueillantes favorise son attractivité. Et le site est notamment devenu le plus grand site français d'hivernage des grues cendrées. Par la suite, un désir d'économie durable est symbolisé par la création d'écoquartiers. De quartiers durables. La portée économique de ces aménagements est totalement explicite. Dans l'optique de réduction des distances, l'écoquartier tente d'établir un zonage multifonction. Au sein de ce dernier, les activités urbaines se développent dans une logique de service, et pas seulement d'équipement, réunissant évidemment du logement, mais aussi des entreprises, des services, des commerces. Ce n'est plus uniquement un lieu d'aménagement. Le quartier est un lieu de vie, un espace micro-urbain où le commerce s'intensifie. C'est logique, des aménagements au service du développement écologique qui participent au développement économique. Et people? Éclairez-nous, mademoiselle Yasmina. Mais bien sûr que oui. Alors, pour finir, la cohésion sociale est un pilier incontournable du développement durable. Toutes les parties prenantes de la société doivent se mobiliser pour agir et lutter afin d'améliorer certaines conditions environnementales, écologiques et sociales de la planète. Comme nous pouvons le voir en 1992, 173 gouvernements ont participé et se sont engagés dans un programme international d'action pour le 21e siècle nommé l'Agenda 21. Certaines initiatives, comme les écoquartiers, s'inscrivent dans un agenda 21 et incitent les citoyens à utiliser d'autres moyens de transport plus écologiques, comme la bicyclette ou encore la marche à pied. Et ainsi, l'adoption d'un mode de vie plus écologique qui les place au rang d'acteurs du développement durable. Sans oublier la participation de tous les citoyens à la création même de l'écoquartier, élus, citoyens, investisseurs et promoteurs,
dans le but de garantir son fonctionnement ainsi que son rayonnement. Par ailleurs, la création d'un nouveau patrimoine et l'embellissement des quartiers à travers le permis de végétaliser ouvrent la voie à des moments de partage à l'origine de la solidarité et stimulent le lien social entre les habitants tout en plaçant le citoyen dans un sens favorable au développement durable, comme nous pouvons le voir à Paris. Une multitude de concours, à l'exemple des victoires du paysage, présentent des critères d'évaluation, comme l'aspect esthétique, la valorisation du cadre de vie et le respect des règles de l'art, qui encouragent les citoyens à s'initier davantage au niveau de l'aménagement territorial au service du développement durable. Dans la ville d'aujourd'hui et de demain, le renforcement du lien social est une question de premier ordre. Les citoyens acteurs se doivent d'œuvrer ensemble. La mixité intergénérationnelle, culturelle et socio-économique est une priorité dans l'élaboration d'un quartier durable dont un des buts fondamentaux est la création d'un sentiment d'appartenance, de solidarité, voire d'un esprit de village. L'aménagement du territoire dans une perspective de mixité sociale et de solidarité se manifeste explicitement par la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain. Cette dernière, est votée le 13 décembre 2000, se caractérise par un ensemble de mesures visant à renforcer la démocratie et la décentralisation, puis à favoriser le développement durable. Elle impose aux grandes communes de disposer de 20% de logements sociaux parmi leurs résidences, sous peine d'une amende proportionnelle à leur écart à ce seuil. Son but est donc de les inciter à développer leur parc social locatif afin d'assurer une meilleure intégration des populations fragilisées. Donc la loi SRU devrait favoriser la relocalisation des ménages modestes dans des quartiers de meilleure qualité, habités par des ménages plus aisés, et leur permettre ainsi de bénéficier d'un contexte local de mixité sociale. En somme, le caractère compatible des piliers du développement durable implique des aménagements territoriaux favorables aux enjeux de ce dernier. Dans le cas des aménagements territoriaux évoqués, la préservation de l'environnement participe à la croissance économique tout en renforçant la cohésion sociale. Tout à fait. Merci mesdemoiselles pour cette discussion enrichissante et concluons par ces belles paroles d'Oscar Wilde. La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Rêvons d'une belle planète, rêvons d'une économie stable et rêvons d'une belle société. Mais à l'échelle individuelle, choisissons de faire changer les choses.